Bonjour à tous, une belle matinée à ceux qui se trouvent en Californie, 22 degrés Celsius ce matin pour atteindre d'ici 2-3 heures les 29. Une belle fin d'après-midi si vous êtes en France et préparez une expatriation à Los Angeles. C'est l'heure de l'apéro pour vous et à une semaine du mois d'août, j'ai, vous l'aurez constaté, tombé la veste pour notre webinaire consacré au marché immobilier californien. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un binôme cher à mon cœur et au vôtre au cours de cette session. Ils analyseront l'état de santé du marché immobilier en Californie du Sud, mettront en lumière les opportunités actuelles, euh, un rappel également sur le rôle de l'immobilier, du rôle de l'agent immobilier aux États-Unis qui diffère sensiblement de celui que vous connaissez en France. Présentons d'abord, dans un premier temps, Betty Benzaken. Elle est spécialiste des prêts hypothécaires conventionnels et jumbo chez HSBC. Elle travaille avec des emprunteurs internationaux et nationaux. Bonjour Betty. Bonjour, Joaquin. Toujours sympathique. Et Marc de Longeville, Marc, que l'on ne présente plus, agent immobilier francophone basé à Los Angeles. Marc, il aurait pu faire carrière à Hollywood, mais il a choisi l'immobilier. Il partagera ses précieux conseils sur les meilleures stratégies pour acquérir un bien immobilier à Los Angeles et ses environs. Ensemble, tous les deux, main dans la main, ils vont nous guider à travers toutes les étapes de l'achat immobilier, de la négociation du contrat au closing, en passant par les différentes options de prêts disponibles. À l'issue de ce webinaire, vous disposerez, les amis, de toutes les informations nécessaires pour réussir votre investissement dans la Cité des Anges. Marc, je te passe la flamme olympique. Eh bien, formidable. Merci Franck pour cette introduction comme d'habitude spectaculaire. Merci Betty de partager cet écran avec toi. C'est toujours sympa. Et Franck m'a dit, on fait ce webinaire déjà de quoi? Un peu plus d'un an, hein? Et Presque donc, deux, presque deux. presque deux, presque deux. Eh oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais learning curve, de parler à un écran. C'est toujours difficile que de se rencontrer autour d'un café. Et alors, il m'a toujours dit, écoute, Marc, il faut que tu personnalises ta présentation. Ok, les gens ne te connaissent pas, ils viennent de loin. Donc, alors moi, je me suis amusé à mettre des photos en place que je vais commencer à partager avec vous pour donner couleur à mes mots. Voilà, donc, je suis agent immobilier. Alors, maintenant, c'est toujours le truc technique, c'est partager mon écran. Une petite seconde, personne ne bouge. Cher. Et c'est Non. lui qui a précisé qu'on fait ça depuis 2 ans. Mais Oui, il n'y a oui, pas mais de à chaque fois, souci. c'est une catastrophe. Attends, excuse-moi, mais là, ça y est, je suis dans le même truc. Je cher, c'est ça? Voilà, Cher. parfaitement, exactement. OK. Alors, je cher maintenant Microsoft. Because sharing is PowerPoint. caring. Et voilà. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Je mets ça maintenant en... On y est presque. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, attends. Oh là 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 là. J'ai besoin d'aide technique. Moi, c'est toujours la même chose. View, slideshow. C'est chaud. Ah, Voilà. voilà. Super. Yeah! Donc, moi, j'adore cette photo parce que Los Angeles, les gens, on se joue à la plage et tout, mais il y a une montagne énorme derrière. Ça, c'est Downtown. D'ailleurs un skyline qui a énormément changé depuis que je suis arrivé ici. Et à une époque, la petite tour complètement à droite, c'était la plus grande tour de la ville. Ça a bien changé depuis. Donc ça, les montagnes que vous voyez, c'est les montagnes de San Bernardino et c'est à 1 heure et demie de la ville. Vous pouvez faire du ski. Tac. La deuxième, c'est un peu plus différent, parce qu'on y va rarement. C'est le côté sud de la baie de Los Angeles. Ça, c'est une photo qui est prise de Palos Verdes, qui est la péninsule qui ferme la baie. Et on appelle ça le Queen Necklace View, le collier de la reine. Et ça va tout en haut à gauche, vous voyez Malibu. Vous voyez, donc c'est une énorme baie. Très sympa, non? OK. C'est magnifique. Mais ça nous Voilà. donne envie. Ça, c'est moi quand je suis arrivé. Tu me disais ma carrière d'Hollywood, tu vois. Bah, j'habitais sous le Hollywood sign il y a bien longtemps. Il ne faut pas oublier que ce signe qui est devenu iconique, c'était seulement une publicité à l'époque. C'était Hollywoodland. C'était justement pour les promoteurs immobiliers pour attirer les acheteurs à s'installer dans les collines d'Hollywood. Et sur la droite, là, je suis à Big Bear. C'est 1 heure et demie, 2 heures de voiture. Donc vraiment, on peut aller faire du ski dans la journée, rentrer le soir. C'est vachement sympathique. C'est une petite montagne, mais suffisant pour bien s'amuser. Je partage ça un petit peu avec vous là. Là, je suis dans le désert, Palm Springs. Je vous parle de ça parce qu'encore une fois, à 2 heures de voiture, vous changez de climat. En plein hiver, il fait, je sais pas, 15 degrés à LA. C'est pas terrible, mais enfin, c'est pas très chaud. 2 heures de voiture, sans prendre d'avion,
vous changez de climat, il va faire 25 à 30 degrés. Donc, c'est complètement différent. Donc, ça, c'est quelques spots. Je suis dans la région de Palm Springs, Palm Desert, Rancho Mirage, c'est extraordinaire. Voilà, un petit visuel de la ville quand même, parce que je vais commencer à parler maintenant des quartiers que les Français en général aiment bien. Vous voyez, j'ai mis en rouge Hollywood, Santa Monica, le South Bay. Ce sont des communautés qui ont toujours attiré la communauté française, bien sûr Beverly Hills. Mais là, vous voyez un petit peu géographiquement comment Los Angeles est un peu coincé. Il y a quand même des montagnes derrière. Euh, Au-dessus d'Hollywood, vous êtes dans la vallée. C'est depuis récemment de plus en plus à la mode, surtout, je sais pas si je peux. Est-ce que vous voyez ma petite, mon mouse Oui, là? Vous voyez quoi? oui, oui, Hein? sur Beverly Hills, absolument. Voilà, là, je suis sur Hollywood. Ok, d'accord. Donc là, sur la gauche, là où je suis, ça devient Sherman Oaks. C'est le haut de la colline, ça s'appelle Mulholland. C'est aussi, on a fait un film. C'est une roue qui va de Hollywood jusqu'à Malibu. Et il y a un Mythique. endroit qui s'appelle Encino Shamano, que vous voyez là, qui est juste au-dessus de la colline. C'est derrière le Getty Museum, si vous voulez. Beaucoup de Français commencent à s'y installer. Je viens juste de mettre d'ailleurs un couple là, avec ensuite deux, trois autres couples qui viennent juste d'acheter dans le coin. Pourquoi? Et Parce c'est que là où a vécu Michael Jackson pendant de nombreuses années. exactement, tout à fait, et toujours d'ailleurs. Et enfin, vous avez beaucoup d'immobilier pour votre argent. Vous pouvez avoir une très belle maison avec vue, piscine, alors que pour ce même prix, vous vous retrouvez Santa Monica, vous aurez juste un appartement. Bon, alors maintenant, on va continuer les petits boutons. Voilà, alors commençons à parler du business quand même de Los Angeles, la manière dont les produits, on les trouve et comment c'est vendu. C'est complètement différent de la France où vous êtes habitué à un business de boutique, c'est-à-dire vous allez voir votre agent immobilier qui a pignon sur rue et qui contrôle eh bien, certaines superficies. Ici, c'est complètement différent. On partage toutes les informations. Donc, c'est très facile de trouver l'information. J'ai mis un site Zillow qui est un peu le gorille du site de recherche parce que c'était les premiers à comprendre comment faire le marketing des produits, alors que les autres plateformes étaient complètement à côté à l'ouest. Maintenant, c'est différent. Il y a plein de plateformes, c'est très facile. Donc, de facilement, vous mettez vos critères. Par exemple, si vous regardez un petit peu sur la droite, je mets le nom de l'endroit où je veux, Santa Monica, mon budget, le nombre de pièces, et hop, tout ça, ça va populariser. Quoique là, les petits pros, je vais dire que c'est des produits vendus. Mais ça vous donne aussi, par rapport au marché entre l'actif et le vendu, nous, les agents immobiliers, on se base toujours sur le prix futur, sur le prix passé. Un petit peu pareil en France, j'imagine. Anyway, donc, l'accessibilité, très simple. À ce moment-là, vous avez besoin de personne pour trouver un produit parce que c'est visible et tout ça. Mais ça va vite se compliquer et c'est là il faut avoir besoin d'un agent immobilier. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nos services d'un agent, on chapeaute beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, je fais achat, vente, location. Je fais aussi des propriétés de revenus. Ce sont donc des petites unités de duplex, triplex, quadruplex, and so forth. Et on s'occupe de gérance et tout ça. Donc, je chapeaute tout ça pour mes clients. Et ce qui est très important, et on en parle toujours, c'est que l'agent immobilier ici, c'est peut-être qu'en France, c'est facile d'aller voir un notaire parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui va vendre sa maison, vous pouvez négocier le contrat, le faire très simple. Ici, c'est tellement complexe que l'agent est indispensable, que ce soit pour être représenté l'acheteur ou représenter le vendeur. Les documentations sont énormes, ça change sans arrêt, c'est très, très complexe. Et nous, en tant qu'agents, on est un peu comme des concierges parce que vraiment, on chapeaute beaucoup de vendeurs. En l'occurrence, Betty, que j'ai mis en haut de cette liste, le prêteur, le lender, c'est une des personnes les plus importantes dans une transaction parce que si vous n'êtes pas un acheteur qui achète cash et que vous avez besoin d'emprunter de l'argent, c'est cette personne, ce lender, en l'occurrence Betty aujourd'hui, qui va pouvoir vous dire ce que vous pouvez vous permettre. Et par rapport à ce budget, on sait quel genre de produit vous pouvez acheter ou la location. Je vous fais un truc tout bête. Disons que vous avez 500 000 dollars. 500 000 dollars va vous acheter un petit appartement en Santa Monica. Mais dans la vallée ou dans le South Bay, peut-être on peut commencer à considérer une petite maison. Vous voyez? Donc, tout est différent. C'est une question de géographique. Les notaires ici, ça n'existe pas. On appelle ça, c'est les compagnies d'escrocs. C'est eux qui bilatéralement gèrent les transactions. Ensuite, on a des tas de personnes qui sont impliquées. Inspecteurs techniques. Là, par exemple, je viens d'ouvrir une escroc, un contrat hier. Et la semaine prochaine, je vais avoir un gars qui va venir, qui va regarder la maison. Donc, nous sommes un contrat, nous avons négocié l'achat. Mais maintenant, il y a une sorte de deuxième négociation qui va se passer dans l'achat. C'est justement de voir que la maison, elle est saine. Et parfois, ça nous permet de renégocier certains coûts.
qu'on demande au vendeur, parce qu'on découvre des choses d'ailleurs que lui-même n'était pas au courant, ou des choses qui ne sont pas acceptables pour l'acheteur, et on renégocie donc des coûts, soit qui vont contre les coûts que le lender doit avoir, ou les coûts de ce qu'on appelle les closing costs, ou bien sous le prix de la maison. Ensuite, bon, bah là, j'ai mis courtier d'assurance parce qu'il faut toujours travailler avec les assurances, décorateur, corps de métier de toutes sortes, avocat d'immigration internationale, expert comptable. Tous ces gens-là, c'est des gens avec qui je travaille et que quand mes clients viennent me voir, bénéficient parce que je les mets tout de suite en contact avec des gens indispensables quand ils veulent s'installer ici, à commencer par l'avocat d'immigration aussi. Pardon, Betty. Betty, tu es toujours en première, mais l'avocat, quand même, il est important pour les Français qui veulent s'installer ici. Je Alors, je suis vais tout parler à un fait petit peu. d'accord. Comment? Je suis tout à fait d'accord. Peu Voilà. d'accord. J'aime bien parler en fait de quelques communautés. Qu'est-ce que j'ai mis là? Santa Monica, Beverly Hills, Manhattan Beach, marché porteur d'opportunités. Bon, si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est que la Californie, ça vous attire, ça vous intéresse. Et moi, c'était mon cas. Je suis arrivé ici, ça va presque faire 40 ans. J'étais venu ici pour 2 semaines au mois de novembre 1984. Je suis jamais rentré en France. Sauf pour voir la famille tous les ans, bien sûr. Mais je suis tombé amoureux de la Californie, le temps. Regardez d'ailleurs l'écran que j'ai mis derrière moi, c'est la baie de Santa Monica. Je suis sur le bluff de Santa Monica, là. Et on voit sur mon côté, pardon, ce côté-là, vous voyez le pire, Santa Monica pire. Les démographies, alors je parle beaucoup d'appréciation. On va en parler un peu plus tard, mais enfin, c'est un marché qui est toujours en appréciation elle-même. En tous les cas, depuis dans ce métier, ça va faire 10 ans. On est toujours en appréciation beaucoup plus rapidement, je pense, que d'abord beaucoup d'autres endroits de l'Amérique. Je ne peux pas parler pour l'Amérique, je ne peux pas parler d'autres États, je parle seulement de la Californie, encore spécifiquement de Los Angeles, du Los Angeles County. Je parle de ces communautés, Santa Monica, Beverly Hills, Manhattan Beach, que aussi un truc très important quand vous achetez l'immobilier, c'est le système scolaire, qui sont, dans ces cas-là, ils ont des systèmes scolaires indépendants et non ce qu'on appelle le LA Unified, qui groupe tout le reste de la ville. C'est un système énorme qui gère des milliards de dollars, mais ces systèmes donc, qui sont plus indépendants ont une tendance à être mieux gérés, sont dans des démographiques des gens qui peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, mais qui croient dans le système public et donc qui sont très investis dans ces écoles. Et ça aide énormément le marché immobilier. Si vous êtes du mauvais côté de la rue, ça peut avoir 10-15% de différence dans le prix d'achat, dans les prix de location. Les quartiers les plus beaux de Los Angeles, mais bien sûr. Donc, on continue. Alors là, je vais vous parler un petit peu de Manhattan Beach et Hermosa Beach. Ça, c'est au sud de l'aéroport, pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'était une communauté autrefois qui était ouvrière, qui ensuite qui est devenue très ingénieure. C'est là où tout l'aérospatial s'est installé, les biotech, et bon, ça a évolué. Et ce petit côté plage très simple, c'est devenu beaucoup plus sophistiqué. Ça, c'est le Manhattan Beach Pier, très iconique. On a quelques piers ici, on a le Santa Monica Pier, le Venice Pier et le Manhattan Beach Pier, et un peu plus au sud, le Hermosa Pier. Hermosa Beach Pier, Et avant de... on voit au large régulièrement des baleines. Exactement, et on y voit les baleines. Voilà, à l'inverse de la vue qu'on a vue. Donc, vous voyez, petit village sympa. Ça, c'est une des rues marchandes de Manhattan Beach. J'y habitais de nombreuses années. C'est vraiment un endroit dont je serai toujours très amoureux. Et c'est un petit peu donc séparé. C'est un très insulaire, hein, le sud de l'aéroport. Donc, ça va jusqu'à Palos Verdes, ce qu'on appelle le South Bay. C'est assez insulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les fameuses Walk Street, c'est-à-dire toutes les rues qui sont du côté du beachside. On appelle ça le sand section. Vous avez le sand section, le tree section de le côté de la colline et le hill section. Ça, c'est une maison sympa parce que c'est une Française qui était mariée avec un des fondateurs de Yahoo, divorcée, et elle a gardé la maison. Sympa. Ça, le fameux boardwalk. Alors, vous voyez, on peut marcher, faire la bicyclette. Le week-end, c'est la folie. Tout le monde est là dans la ville à faire des exercices. Alors, ça, j'ai mis cette maison. C'est une des maisons de Wall Street. Elle s'est vendue la semaine dernière pour un prix record de 24 millions de dollars. Juste pour vous donner une idée. 24 millions 500 000, pardon. Ah, ça, c'était la semaine dernière. C'est un de mes copains qui l'a vendu. Ben, bravo pour lui. Vous voyez, c'est pas une maison énorme. Enfin, elle est très confortable, mais elle est dans une location exceptionnelle. J'ai parlé d'appréciation à 2 secondes pour mettre ça un peu en couleur. Revenons en arrière. Nous sommes maintenant en 2008. Tout va bien, l'immobilier va bien. Le prix moyen d'une maison à Manhattan Beach est à 1,6 million.
La crise arrive, boum, grand frein sur toute l'Amérique, un fiasco total. Et là, on a une chute de perte d'entre 20, 30, 35%, voire même plus suivant les quartiers. Et vous voyez, de 2009 à 2011, ben, pas grand-chose se passe. Ça commence à bouger un petit peu. 2012, ça reprend du poil de la bête. Ça monte, ça monte, ça monte. Quand j'ai arrêté ce graphe, j'avais fait en 2022, on était à 3 137 000. Et vous voyez en bas de mon écran, je regardais hier, en mai 2004, le prix moyen 3,5 millions. Alors, faites vos calculs, messieurs, mais je ne sais pas si à Paris, le prix d'un achat d'un appartement en Bifrost je vais vous ramener ce genre d'appréciation. En Amérique, quand on achète et quand on emprunte, les banques vous prêtent beaucoup plus facilement. Je sais qu'en France, parce que c'est quoi l'âge de 60 ans, vous ne prêtez plus d'argent. Euh, en Amérique, ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'ils savent que les gens ici, entre 5 à 7 ans, vont vendre et vont bouger. Donc, quand on fait des emprunts de 30 ans, ça ne va jamais être remboursé principalement. Parce que les gens vont booster, ils vont prendre une énorme appréciation, ils vont encaisser cette equity et hop, les réinvestir sur nos propriétés. C'est un petit peu comment ça marche ici. Voilà, mais ça, je vous demande de garder ces chiffres en tête parce que c'est très important dans l'achat d'une maison. Et un peu plus tard, si on a le temps, je vais toucher sur les locations. Où est-ce que je suis? Ah, Santa Monica. Alors, juste pour vous faire rêver, voilà, j'ai plein de petites photos sympas. On va vite les regarder. Ça, c'est donc le pire. Très sympa. Ça, c'est le boardwalk de Santa Monica. Ça, je m'amuse à mettre cette photo sur cet immeuble. Il est sur PCH. Voilà, donc c'est le bout de Santa Monica. Derrière cet immeuble, c'est Santa Monica Canyon. Et après ça, c'est Pacific Palisades, une autre communauté plus loin, donc Malibu. Et je montre ça parce que le dernier étage de cet immeuble, c'est là où les voitures sont garées. Sympa, non? Wow. Seulement en PCH Amérique. et California, magnifique. Voilà. Ça, c'est sympa. C'est un architecte que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez en France, Franck Gehry, il est très connu. Ça, c'est sa maison, Santa Monica. Elle est juste derrière l'immeuble que je venais de vous montrer, sur une rue formidable. Et on va passer maintenant sur Venise. À une époque, ils avaient fait un mémorandum à Venise que quand on construisait des buildings de type commerciaux, des bureaux, il fallait faire des décorations. Ça, c'est donc de Franck Gehry. On en a fait deux, là, une paire de jumelles. Ça, c'est un autre architecte, mais c'est juste en face de la rue où il y a le fameux clown. Ça, c'est sur Rose Avenue qui arrive donc sur la plage. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant. Juste en dessous, c'est un CVS, c'est une pharmacie. Voilà, c'est bien pour faire venir les clients. Ça, j'y habitais autrefois Santa Monica, la 18e rue, c'était ma rue, c'était mes palmiers. Et ça allait donc vers les collines de Santa Monica, très iconique, typique de LA, vous voyez ces rues partout. De nouveau, un petit côté de Venise, Mar Vista, c'est les derniers canaux qui restent de la vision d'Abbot Kinney. Abbot Kinney avait donc créé les canaux de Venise à l'époque pour faire venir les touristes. C'était une attraction pendant que son copain, j'ai un petit trou de mémoire, avait construit le Santa Monica. Donc lui, c'était une famille qui était dans les trains. Ils avaient fait le train qui avait allé jusqu'au Pire. C'était la première attraction. La deuxième, c'était Venise. Malheureusement, quand il est mort, la ville a commencé à reboucher tous les canaux pour pouvoir obtenir plus de revenus sur les impôts fonciers. Donc, ça a perdu beaucoup de son charme. Et ça, on a quelques petits canaux comme ça qui restent très sympas. Une des petites Walk Street de Venise. Ça, c'était aussi une propriété qui appartenait à des Français qui sont entrés en France, que j'ai vendu consciemment par accident à d'autres Français. Et là, on est derrière, à 50 mètres de la plage. Un petit coup de Venice Boardwalk pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un quartier qui a été très affecté ces dernières années avec les sans-abri, mais ils ont fait un énorme effort et apparemment, c'est redevenu, comme vous voyez aujourd'hui, très touristique. Ah, c'est moi, j'avais vendu l'année dernière une très belle maison. J'appelle ça mon petit bébé Versailles, très typique. Salle de bal, marbre et tout, c'était vraiment quelque chose, mais une vue exceptionnelle. On peut dire le prix? On peut dire, c'était 15 millions, non? Celle-ci s'est vendue pour euh, 13 millions 8 et Sympa. elle va être complètement refaite. Les gens ici, ils aiment le goût du jour un petit peu différent. C'est une autre propriété que j'ai à vendre aujourd'hui, qui est à Brentwood, une maison d'architecture exceptionnelle, un type qui s'appelle Eric Owen Moss, qui a construit des trucs incroyables à Culver City, fait des musées, des commercial buildings. Mais ça, c'était sa première maison résidentielle. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Je voulais parler, j'en avais parlé dans le passé, c'est la différence entre les nouvelles qui sont toujours très dramatiques. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui se disent, oh, je vais calculer mon rentrée, je vais bien calculer quand c'est ce que je vais acheter, j'attends que ça va se casser la gueule et tout ça. Bon, ça fait 10 ans qu'on en parle de ça, ça ne se casse pas la gueule.
Par contre, les nouvelles sont toujours les mêmes, parce que les mauvaises nouvelles se vendront toujours mieux que les mauvaises nouvelles. Donc ça, j'ai fait quelques headlines de la presse à l'époque. Euh, donc des moments, c'est tout le monde disait ça se cassait la gueule. Bon, comme vous voyez, des années plus tard, c'est tout sauf ça. Et on est toujours dans une appréciation exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, nous, les agents, on sait qu'on a un problème inhérent qui est le suivant. Nous n'avons pas assez de produits. Pourquoi on n'a pas assez de produits? Parce que la Californie a créé ce problème sur des décades en mettant un peu les bâtons dans les rues, dans les développeurs, dans les promoteurs. C'est assez compliqué de construire. C'est pas impossible. Alors, ça se fait tous les jours. Mais ils ne font pas les choses faciles. Alors, il y a quelques années, pour rendre les choses, pour mettre plus de produits, ils ont permis aux gens qui ont des maisons et qui ont un garage sur la maison de transformer les garages en une petite résidence. Ça s'appelle des ADU, Additional Dwelling Units. Et pour faire ça, autrefois, hein, pour faire ça, c'était impossible. On ne pouvait pas transformer son garage. Un garage, c'était un garage. C'était impossible à faire, sauf d'avoir des zonings différents, mais il fallait fournir des parkings. On sait aujourd'hui que les parkings, c'est moins important. On a Uber, on a Lyft, les gens, enfin bon, on n'est plus aussi dépendant des voitures. Donc, ils ont commencé à laisser aller un peu les régulations. Donc, je peux avoir un permis de construire sur mon ADU dans mon garage en moins d'un mois, alors que si je dois rajouter 1 mètre carré sur ma maison, ça va me prendre peut-être un an pour commencer à faire les travaux, et encore si je peux. Donc, c'est très complexe. Donc, à cause de ça, de mon vivant, je ne crois pas on va retourner dans un marché égal où acheteurs et vendeurs sont au même niveau. Un petit détail, un marché sain, dans notre marché, on dit qu'on est un produit, c'est 6 mois sur le marché. 6 mois, c'est un produit sain, c'est-à-dire que les vendeurs, les acheteurs sont au même niveau. Aujourd'hui, on est à 2 mois, ça veut dire qu'on est toujours dans un marché de vendeurs. Le vendeur contrôle le prix aujourd'hui, beaucoup plus que l'acheteur. C'est toujours très compétitif, ça va donc cette appréciation. Là, j'avais écrit un petit truc justement, et Betty, tu pourras nous en parler, sur le coût d'attendre. Il y a des gens qui me disent, oh, bah, je préfère louer, d'attendre qu'elle se casse la gueule. Bon, bah, aujourd'hui, si vous... Et j'ai pris un taux de 6,75%. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans les 6,5 sur 30 ans. Il y a des tas de taux différents. Betty nous parlera. Elle ne peut pas nous parler de taux parce que légalement, elle ne peut pas. Mais elle vous parlera des programmes. On emprunte sur 30, sur 15, sur 7 ans. Il y a des tas de choses. Mais donc, vous voyez, le coût d'attendre, grosso modo, j'avais calculé, si vous continuez de louer ou d'acheter, vous aurez perdu 28 000 dollars en 6 mois, 71 000. Pourquoi est-ce que l'appréciation soit supérieure à beaucoup de locations et les taux d'intérêt, même s'ils sont aujourd'hui? Ce serait bien qu'on retourne la dernière photo. La dernière photo, il faut que je la prépare. Ah, je rigole toujours parce que je me vois avec ce homard. Voilà, c'est un de mes petits hobbies favoris. Je fais la pêche au homard qui a lieu du mois de septembre au mois de mars. Je peux vous dire, depuis que je fais la pêche au homard, j'ai beaucoup plus de copains qui m'appellent sans arrêt pour me dire, dis donc, tu peux pas m'en amener quelques-uns. Et c'est avec plaisir ce que j'adore faire. Et d'ailleurs, quand je suis avec des clients, c'est au lieu d'amener une bouteille de champagne, je leur ramène une caisse de homard. Voilà, chacun son truc. Là-dessus, il y a deux petits trucs que vous pouvez regarder. J'ai écrit un petit guide de l'acheteur. C'est simple, ça va vous mettre un petit peu techniquement comment les achats se passent, les durations, tous les petits problèmes techniques de l'achat. Donc, au lieu de vous en parler, vous pouvez le downloader, le regarder. J'ai aussi mon website sur lequel vous pouvez aller. Website, ça ne se dit pas, c'est website ou c'est le site, hein. Ah, mon franglais est horrible. 40 ans ici, c'est une catastrophe. Enfin voilà, j'ai dit tout ce que j'avais un petit peu à dire, mais j'attends vos questions qui seront, je suis sûr, beaucoup plus pertinentes. Voilà, à vous. Magnifique, merci Marc. En plus, j'ai remarqué, on a des nouvelles photos absolument exceptionnelles, hein. C'est vraiment, je parlais tout à l'heure de ceux qui sont déjà en Californie, que tu as même fait rêver à travers ces photos, et ceux qui sont en France qui préparent une expatriation, encore davantage. Et puis pour le homard, je me souviens de comment j'avais conclu la dernière fois le webinaire que tu avais fait avec Betty. Marc vous offre le homard si vous travaillez avec lui. Betty vous offre le couscous boulette. Et c'est une transition parfaite. Moi, vous C'est pouvez la manger avec les transition. Exact, encore mieux, magnifique. Et c'est la transition pour parler. Mais à la différence, je disais tout à l'heure que j'aime beaucoup le binôme que vous composez tous les deux, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire qu'à tout moment, Marc peut intervenir, Betty aussi. C'est vraiment quelque chose que vous faites ensemble, cette présentation et ce webinaire, ce qui explique son succès. Alors, on a identifié, grâce à Marc, et je reviens une seconde sur le MLS parce que c'était la première slide de cette présentation, la possibilité de faire un travail de fond déjà soi-même
avec cet outil incroyable qu'est le MLS, où on rentre ses critères, la région dans laquelle on cherche un bien, le budget, le nombre de pièces. On spécifie vraiment de manière très claire le bien et on va voir déjà une liste d'endroits qui nous intéressent, mais c'est là où s'arrête votre travail. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans l'assistance et l'expertise d'un agent immobilier. Et dans le guide de l'acheteur de marque qui est extrêmement bien fait, vous avez la possibilité de comprendre très clairement pourquoi l'agent immobilier est indispensable dans vos démarches. Une fois que le bien est immobilier est identifié, le bien immobilier est identifié, il faut maintenant gérer et construire le financement. Et c'est là où, Betty, tu interviens avec ton expertise. Exactement. Et ben voilà. Alors, comme d'habitude, merci beaucoup, Francky. Merci, Marc. Super présentation. Comme d'habitude, tu nous fais toujours rêver. À chaque fois que je vois ces maisons-là, 25 millions, Mais vraiment. c'est vraiment super. Vraiment. Génial, génial. Alors, voilà. Donc, une fois que vous avez bien rêvé avec Marc, maintenant, il faut revenir à la réalité et essayer de voir comment payer et comment avoir un financement. Donc, c'est là où moi j'arrive. Je vais parler de trois différents types, catégories de clients. Donc, vous avez le client d'abord qui est soit citoyen américain, soit qui a une carte verte, ou qui a un visa américain acceptable et qui habite aux États-Unis de plus que 2 ans. Donc, on peut vous offrir un financement de jusqu'à 80% pour votre maison principale, 75 maisons pour une maison secondaire ou 70% pour un investissement locatif. Donc ça, c'est un premier type de client, pas mal classique, le client domestique. Ensuite, on a des clients qui vont se faire transférer de leur pays où ils sont, aux États-Unis, ou qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc, ils n'ont pas encore le 2 ans d'historique que ici aux États-Unis, on a besoin. Ça veut dire on a toujours besoin d'avoir un historique sur votre travail, sur votre crédit. Euh, mais nous, par contre, on peut travailler avec ce genre de client-là. Ça veut dire juste avant que vous vous faites transférer ici, évidemment, il vous faut un visa valide pour avoir le droit de travailler aux États-Unis. Et donc, on peut déjà commencer les démarches puisque ça va être votre maison principale parce que vous allez travailler ici aux États-Unis. Ou si vous venez de déménager, vous n'avez pas encore vos 2 ans d'historique, on peut quand même vous donner jusqu'à 80% pour votre maison principale. Donc ça, c'est quelque chose de très bien parce que si vous allez vraiment dans presque n'importe quelle banque avant d'arriver ou juste quand vous arriverez, il y aura, je pense, presque personne qui pourra travailler avec vous pour un financement. Tandis que nous pouvons, puisqu'on est une banque internationale. Ensuite, on a une troisième catégorie de clients. Donc, ce sont pour les clients qui n'habitent pas aux États-Unis, qui habitent à l'extérieur des États-Unis, qui travaillent à l'extérieur des États-Unis et qui n'ont rien du tout ici, ni numéro d'assurance sociale américain, ni retour d'impôt américain, rien du tout. Et ils veulent s'acheter quelque chose, une propriété ici, aux États-Unis. Donc, on travaille aussi avec ce genre de clients. Donc, si vous voulez vous acheter un pied-à-terre, on peut vous donner jusqu'à 70% du prix d'achat. Et si vous voulez acheter une propriété locative, on peut aller jusqu'à 60% du prix d'achat. Bien sûr, je le dis vite, mais bien sûr, tous les clients doivent, euh, doivent comment dirais-je, être qualifiés sur trois choses. Un, on voit toujours votre revenu personnel brut, le credit score, bon, évidemment, si vous n'êtes pas ici, donc on fait un International Credit Report, et les assets en dollars, c'est-à-dire si vous achetez pour 1 million de dollars et on vous donne 700 000, il faut que vous nous montrez que vous avez les sous pour le down payment, les closing costs et les reserves. Donc, c'est tout ça veut dire on peut prêter, mais il faut aussi que vous passiez ces trois types de qualifications. Chaque pays a ses lois spécifiques. Donc, évidemment, si jamais vous voulez en discuter, le mieux, c'est de m'appeler parce que chaque pays où vous habitez a leur propre loi. Moi, ce que je conseille toujours, pour ne pas que vous perdiez ni votre temps et pour vous donner pour que vous donniez une bonne indication à Marc de qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, c'est que d'abord, on se parle pour savoir un peu par rapport à votre revenu, par rapport à vos assets que vous avez, combien vous pouvez vous permettre. Aussi, de toutes les façons, Marc,
le realtor ne pourra pas émettre votre offre si vous n'avez pas ce pre-approval. Donc, c'est super important, basically, parce que sinon, vous Exactement. ne savez pas si vous voulez acheter à 500 000, à 4 millions, vous ne savez pas ce que vous vous permettre, vous savez pas tout ça. Donc, c'est super important qu'on se parle d'abord. Bien sûr, vous pouvez parler à Marc, voir un peu si vous voulez un condo, une maison, qu'est-ce que vous préférez, sur la plage, pas sur la plage, machin. Mais le pre-approval, c'est quelque chose qui est super important. Même pour vous, comme ça, vous ne perdez pas votre temps, quoi. Et, Alors, et question, Betty, une question par rapport à ça pour être sûr de bien comprendre, parce que c'est un point qui est capital. C'est-à-dire qu'en amont, Mhm. il est recommandé de prendre contact avec toi pour définir en fonction des revenus de chacun la capacité d'endettement. Alors, quand tu dis pre-approval, est-ce que ça veut dire que la personne doit déjà avoir une sorte de coup de tampon de l'emprunt qu'elle va pouvoir faire avant même d'identifier le bien? Parce qu'il y a aussi la partie hypothèque qui va entrer en ligne de compte. Donc, à quel moment, comment on se situe par rapport à ça? Exactement ça. Ça veut dire le pre-approval, c'est le première étape de l'emprunt hypothécaire. C'est-à-dire, on voit combien la personne peut se permettre. Et puis, là, une fois que je lui dis, OK, par rapport à ce qu'on a parlé, je pense que tu peux être approuvé pour 1 million. Je lui donne ce pre-approval qui est valide pendant 4 mois. Là, le client va et regarde avec Marc des propriétés. Et une fois qu'ils se sont arrêtés sur une propriété et qu'il y a quelque chose qui leur plaît, là, ils me reviennent. Et si l'offre est acceptée, on flippe ce pre-approval à un vrai mortgage avec l'adresse de la propriété qu'ils ont trouvée. Et là, on commence à run with it et pour arriver au closing. Une chose qui est importante, si vous décidez d'acheter dans un building, condo ou coop, il faut aussi que le building soit approuvé par la banque avec qui vous travaillez, donc avec HSBC ou peu importe la banque avec qui. Et c'est en général pour votre protection. On vérifie que le building est bien, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, en général, le mortgage est toujours sur le nom personnel du client et le titre de la propriété peut être sous le nom personnel ou sur une US LLC ou US Corporation. Maintenant, je travaille aussi au niveau private banking. Donc, à private banking, c'est un peu différent. On peut tout mettre sur une US LLC ou US Corporation, mais évidemment, c'est des plus grands loans, plus grands mortgages. Mais évidemment, toujours quand je parle avec la cliente, je vois qu'est-ce qui est le mieux. Pour les clients qui ont déjà acheté des propriétés aux États-Unis et qui les ont achetées cash et qui voudraient faire un cash out, c'est-à-dire vous reprenez de l'argent sur votre propriété pour peut-être acheter autre chose ou vous faites ce que vous voulez avec, mais ça aussi c'est possible pour les trois types de clients. On offre aussi des lignes de crédit, des home equities aussi. Euh, quoi dire? Ouais, donc c'est Une parenthèse, j'ouvre une parenthèse tu as mentionné la constitution éventuellement d'une LLC. Dans l'esprit français, investissement immobilier peut rimer aussi soit achat en tant que particulier, soit à travers une SCI. Est-ce que c'est ce dont tu parles quand tu parles de LLC? C'est l'équivalence d'un système de SI? exactement, il faut qu'elle soit based in the, c'est-à-dire, il faut que ce soit une US one. Alors, l'emprunt, le crédit, le mortgage, il va toujours être au nom du client personnel, mais il peut mettre le titre de la propriété sur ce genre de SCI que tu as dit, qui est US LLC, US Corporation. Mais again, au niveau de private banking, ça peut être différent. On peut mettre même le mortgage sur une US LLC. Si on a le temps, peut-être que très brièvement, on abordera tout à l'heure l'intérêt ou pas de passer par une entité. Je pense que ça, c'est mieux avec un avocat parce que je ne voudrais pas D'accord, prendre pas les bonnes trucs. Euh, ouais. parfait. Donc, Oui, je vais juste revenir, Betty, pour notre audience. Donc, moi, en tant qu'agent, je vous représente. J'ai toujours besoin de deux documents avec notre offre que nous avons négociée. C'est donc la fameuse prélim, OK, qui est donc le premier document où elle vous aura déjà indiqué le montant que vous allez pouvoir emprunter, et ainsi que la preuve des fonds. La preuve des fonds, c'est les fonds que vous allez devoir utiliser pour
les 10, 20, 30% que vous allez mettre contre l'emprunt bancaire. Donc ça, ce sont deux documents indispensables. Si vous êtes un acheteur cash seulement la preuve des fonds, l'argent que vous avez sur la banque. Vous n'avez pas besoin de montrer tout l'argent que vous avez, juste suffisamment pour prouver que vous êtes un candidat pour la propriété. Mhm. Exact. Ouais, et même pour celui qui veut acheter cash, parce que c'est plus rapide, parce que vous avez un meilleur pouvoir d'achat et tout, bien sûr, vous pouvez acheter cash et vous me revenez juste après. Et là, après, on voit combien on peut vous redonner. Comme ça, vous ne parquez pas tout votre argent sur une seule propriété. Et puis là, vous reprenez vos sous et vous pouvez racheter autre chose, ce que vous voulez avec. C'est ça. Euh, Francky, on a des questions ou on peut Oui, on a continuer? des questions. On a des questions absolument. Si, Betty, tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on passe à quelques questions? Non, je pense que c'est le gros. Évidemment, moi je dis Ouais, toujours ouais. que c'est très très personnel et bien sûr personne n'a envie de parler de ses histoires personnelles avec tout le monde sur le webinaire. Donc ça me ferait super plaisir parce que à la fin du webinaire, Francky va partager avec vous nos contacts et juste m'envoyer un petit email, on se set up un moment pour se parler, on revoit tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, j'explique à tous et chacun, indépendamment de votre situation personnelle. Ça, c'est juste en gros pour expliquer avec quel genre de client on peut travailler parce qu'on est très différent que des autres banques. Alors justement, comme on a encore un peu de temps devant nous, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, si c'est possible, Betty, avec une question concernant les différences, les principales différences de prêt entre un prêt hypothécaire dit conventionnel et ce qu'on appelle un prêt jumbo. Et comment un emprunteur peut, ou une Ah, mieux. Ça freeze un petit peu à la fin. Comment? Qu'est-ce que tu disais à la fin? Comment l'emprunteur. décider lequel, pour l'emprunteur, comment décider lequel est le plus adapté, le mieux adapté à ses besoins, en fait, entre un prêt hypothécaire conventionnel et un prêt jumbo? Oui, bien sûr. Alors, c'est vraiment en ayant la conversation avec le client, c'est-à-dire avec un prêt, quand vous dites jumbo, c'est plus un portfolio loan, ça veut dire c'est pas un loan de Fannie Mae et Freddie Mac de conventional, c'est plus un loan de HSBC. Donc, euh, d'abord, pour tous les clients internationaux, tous les clients qui sont ici, ça fait pas 2 ans, il faut juste, on peut les mettre que dans des loans qui sont portfolio, comme vous dites jumbo, mais c'est vraiment portfolio, parce que Fannie Mae, le conventional, ne va pas travailler avec les clients qui n'habitent pas aux États-Unis. Donc, ça, c'est une chose. Et en plus, en général, les produits sont meilleurs dans les portfolios, les taux sont meilleurs, on peut prêter plus que dans le conventional. Donc, c'est pour ça que je dis que vraiment, le mieux, c'est de toujours parler one-on-one avec le client pour, après que je lui pose toutes les questions, c'est avec mes temps qui sont là, tout ça, je peux leur proposer les deux. Mais et évidemment, c'est le client qui choisit, mais leur proposer les différents termes de taux, différents termes de financement et, et voir. En général, c'est le portfolio qui est meilleur. Mais évidemment, chacun a son histoire. Betty, tu peux nous Chacun son parler, quand histoire. moi j'ai des clients qui veulent justement, ils ne sont pas intéressés d'acheter des résidentiels pour eux, mais pour faire des revenus, donc des petits buildings et tout ça, comment tu prêtes là-dessus? Quels sont les critères pour que tu prêtes sur un immeuble à revenu? Alors nous, on peut aller que jusqu'à euh, four, 4 units. Ça veut dire 4 unités plus. Nous, on ne le fait pas parce que ça devient commercial. Oui. Donc, si c'est 4 units et moins, et c'est investissement. Donc, dépendamment si le client est déjà aux États-Unis, il est considéré comme domestic client. Alors là, on peut aller jusqu'à 70% du prix d'achat. Toujours, il faut toujours qu'on vérifie leur revenu euh, brut et plus les revenus des Locatif? locatifs. C'est ça. On donne jusqu'à ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Les revenus déjà en place sur l'unité que tu vas acheter, bon, sauf si évidemment, si elle n'est pas occupée, c'est différent, mais s'il y a déjà des locataires, qu'est-ce qui est le plus important? Donc, la mensualité récupérée ou bien les critères financiers du client?
c'est un total, on a besoin de tout. Ça veut dire, c'est un debt to income ratio. Alors, on additionne toutes les dettes. Alors, on ramène ça tous mensuellement. Donc, les dettes sont les nouvelles hypothèques qu'ils vont prendre, les real estate tax, les camps d'office, s'il y en a, les homeowner insurance, s'ils ont d'autres mortgages, s'ils ont des car loans, car lease, student loans. On ramène tous les dettes et on les divise par le revenu brut. Donc, il faut pas que ça dépasse un certain pourcentage. Quand c'est dans des portfolio loans, il faut pas que ça dépasse 50%. Alors, plus il y a de l'income d'un peu partout, du travail, de, de, de ce petit building-là. Donc, tout ça, c'est bien parce que ça ramène un bon revenu. Et Et pour les revenus locatifs, on considère si c'est loué, que ces revenus rentrent dans l'équation ou si c'est vide avec le potentiel de location aussi? alors, les deux, bravo. On peut considérer les deux. On donne 75% du revenu. Ça veut dire si c'est loué à 1000 $, on donne un crédit de 750 $. Euh, il faut que ce soit des, des, des baux, des bails, ça veut dire des leases. On ne donne pas de crédit sur du Airbnb, de crédit de revenu sur du Airbnb, seulement sur des leases, des bails. Tu as vu quand tu as dit beau, il est parti, Marc, il s'est pas senti conscient. Je suis beau. Il s'est dit, il y a trop de beauté ici. Non, C'est pas non. possible. Eh ben, et par modestie, il s'est levé. Ça, c'est Marc. Ça, c'est Marc. J'ai encore une question pour toi, Betty. Quels sont les critères que les emprunteurs internationaux doivent remplir pour être éligibles à un prêt hypothécaire aux États-Unis? D'abord, le visa acceptable euh, pour les États-Unis euh, et d'avoir toujours ces mêmes trois choses. Revenus, d'avoir assez de revenus pour ce debt to income ratio. Le crédit, bon, on fait un international credit, donc c'est bien, il n'y a pas de score, donc c'est mieux, ça va, donc c'est bien. Et les assets, ça veut dire il faut qu'il nous montre qu'il a les sous pour le down payment, closing costs et reserve. Et ouvrir un Mhm. compte bancaire HSBC. Marc, question pour toi. Quelles sont ces 10 dernières années, tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les acheteurs font lorsqu'ils cherchent à acheter un bien immobilier à Los Angeles? Avant d'être conseillé par un expert, c'est quoi le chemin de croix finalement d'un Le chemin acheteur? de croix, bah, c'est-à-dire il y a une perte de temps en fin de compte, puisque bon, il y a deux sortes d'acheteurs. Vous êtes français, vous ne connaissez pas très bien Los Angeles. Je crois que c'est un peu automatique. Vous allez rentrer en contact avec une personne de mon calibre, dans ma profession, je veux dire, pour vous aider justement à naviguer les quartiers, tout ça. Vous n'êtes pas trop au courant. Mais il y a des gens qui connaissent déjà bien. Ils viennent passer les étés ici, donc ils ont déjà une bonne idée. Et c'est cette personne-là qui se dit, tiens, je vais faire à la française, je vais me débrouiller. C'est cette personne-là qui se fait toujours brûler les mains, inévitablement. Malheureusement, j'oublie mon français, mais la, c'est pas la Dis-le en négociation. anglais. La structure d'une transaction est tellement complexe et demande, il y a tellement de D'intervenant. documents et c'est un conseil, je veux dire, c'est constamment, c'est constamment. Et puis il y a aussi l'acheteur qui se dit, tiens, moi je vais pas me faire représenter par un agent, je vais me débrouiller tout seul. À la française, je vais aller voir le représentant du vendeur, en oubliant une chose. Alors ils se disent, très bien, je vais peut-être économiser comme ça la commission qu'ils doivent payer au vendeur, à l'acheteur du vendeur, euh, pardon, à l'agent du vendeur, de l'acheteur. Ah là là! Oui, non, non, mais je sais, c'est exactement là où je voulais t'amener parce que tu vas donner une information Je vais capitale que donner les gens. l'information dans deux Ouais. secondes. Et donc, enfin bref, pour couper court, alors moi, par exemple, j'ai un cas, c'est très simple. C'était le Chief Financial Officer de SpaceX, un Irlandais qui venait de s'installer ici, un mec brillant. OK? Il me retrouve dans une open house. Une des manières ici de vendre, de promouvoir les maisons, c'est que le week-end, on fait des journées ouvertes et les gens comme ça peuvent visiter. C'est à l'américaine, ça marche très bien, on prend des tas de clients comme ça. Arrive ce type, et il me dit, non, moi, il dit, tu sais, Marc, non, moi, je travaille pas avec les middle guys, j'ai pas besoin, je sais ce que je fais, je vais aller voir le représentant du vendeur. Très bien.
j'ai essayé de lui expliquer que quand même, il ne pouvait pas négocier contre lui, parce que le côté fiduciaire de ce représentant, c'est son client. Il ne va pas négocier contre lui, c'est impossible. Et je vous ai déjà expliqué qu'il y a beaucoup de négociations. D'abord le prix, et plus tard, quand on fait les inspections, une deuxième négociation. Cette négociation, pour ainsi dire, maintenant est éliminée. J'ai surveillé un petit peu ce gars pour voir où il allait avec ça, et j'ai vu ce qu'il a acheté. Il s'est fait avoir entre 2 à 300 000 dollars à l'époque de ne pas se faire représenter. Bon, il ne l'admettra jamais, il était très content, c'était comme ça, voilà, à la fin de la journée, comme on dit ici, happy clients is good. Moi, je ne suis pas là pour non plus changer les choses de la vie, mais c'est vraiment important d'avoir un gars qui va se battre pour vous. Alors, jusqu'au 17 août, vous, monsieur acheteur, si vous êtes acheteur sur ce webinaire, eh bien, ça ne vous coûte rien de m'engager, car c'est le représentant du vendeur qui a une commission négociée qu'il va partager avec les deux, avec moi et avec lui. À partir du 17 août, ça a changé. On a eu je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais il y a eu des tas de choses qui sont passées à niveau avec l'Association nationale des agents. Et on nous impose maintenant les choses un peu différemment. À partir du 17 août, le vendeur n'est plus obligé de payer la commission de l'acheteur. On ne sait pas trop comment ça va se passer, parce que c'est tout nouveau. On est en pleine négociation, discussion. Mais donc, 17 août, vous voulez m'engager, nous allons négocier, vous et moi. Voilà, mes revenus, parce que, bon, je ne travaille pas gratuitement encore. Peut-être quand je serai vieux, je serai vraiment très altruiste, mais pour aujourd'hui, je gagne ma vie. Voilà, donc ça va changer. Je crois qu'il y a une petite parcelle qui permet aussi toujours aux vendeurs de donner, de payer l'argent de l'acheteur, justement, pour un peu stimuler le marché. On ne sait pas trop où on va avec tout ça. Mais enfin, voilà, ça risque d'être un coût rajouté pour vous qui arrivez sur le marché après 17 août. Mais Marc, si C'est un quelqu'un flou, hein. décide de Donc, travailler avec, si quelqu'un décide de travailler avec toi maintenant, mais qui trouve que en septembre, il va quand même payer, le bailleur, il va non, devoir non, payer. c'est une somme qui s'est payée à la conclusion d'un contrat. Je ne suis pas payé upfront. Non, non, c'est un truc, c'est un montant négocié sur le produit qui sera basé sur la maison. Et au fait, Betty, pour ton information, je sais que justement les banques travaillent dur dessus pour justement financer ça. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes acheteur, vous allez mettre, pour ainsi dire, toutes vos billes dans ce deal. Hein, c'est pas que vous avez beaucoup de liquidités. Après, il restera assez d'argent pour faire les réparations, les je sais pas quoi, mais enfin bon, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Donc, je crois que les lenders commencent à comprendre ça et dire, OK, on va les aider et ça fait partir des costs, des closing costs. Pour OK? l'instant, ouais. Pour l'instant, Il y a rien, non. encore un petit point d'interrogation là. Mhm. Il y a encore un point d'interrogation. Les choses bougent, les lignes bougent. Je crois même que, parce qu'on en a parlé ensemble il y a quelques jours, Marc, il va y avoir la possibilité de demander l'exclusivité aussi pour un agent. Quand on s'embarque finalement dans une découverte de Los Angeles, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, ça prend beaucoup de temps. Ça peut L'agent prendre peut beaucoup de temps. demander à être l'interlocuteur exclusif du client. Oui, absolument. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Mais moi, je pars aussi je suis vieille école. Tu sais, quand je prends des clients, c'est la poignée de main, il y a de la loyauté. Euh, j'ai jamais fait ces contrats, il y avait des contrats justement pour représenter les acheteurs qui existaient déjà. J'en ai jamais fait signer un. Je trouve ça complètement inutile. Soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. C'est pas 50%, c'est 100%. C'est un métier de confiance. C'est quand vous allez en chirurgie, vous faire opérer du cœur, vous n'allez pas négocier avec le chirurgien au milieu de l'opération comment il fait son boulot. Soit vous me faites confiance, c'est mon métier. Je fais ça du matin au soir, hein, depuis presque 10 ans. Et je suis là pour vous représenter et me battre pour vous. Donc, soit ça se passe ou ça se passe pas, c'est tout. Il y a des gens qui aimeraient bien que j'ai les cheveux un peu plus longs. Bah, je suis désolé, hein, C'est toi C'est qui as. très drôle. C'est très drôle, Marc, parce que sans le savoir, tu viens de répondre à une question anonyme qui m'est arrivée il y a quelques minutes. Marc, comment avez-vous bien réussi votre début de carrière en tant que real estate agent? Et finalement, à travers la réponse que tu viens de faire, tu as donné les clés. C'est la confiance, c'est l'authenticité, c'est la poignée de main, c'est Voilà, l'investissement c'est ça. personnel, Il faut être c'est tout ça. authentique. Dans tous les métiers du monde, faut pas mettre un masque. Je connais des tas d'agents, malheureusement, et je ne dis pas qu'ils sont pareils, c'est pas bon, mais ils ont deux visages. Et souvent, ça va à la catastrophe. Voilà, quand vous êtes vous, vous êtes vous.
Et à partir du moment où vous êtes aussi compétent, voilà. Mais le trust, donc la confiance, c'est, je crois, l'élément le plus important parce que à la fin de la journée, on achète un produit qui va être peut-être, comment dit-on, le plus big ticket item. Traduis-moi ça, s'il te plaît. Le produit Plus? le biggest ticket item. C'est plus qu'acheter une voiture. Oui. Voilà, Oui, c'est oui, quand même, c'est l'achat d'une vie, comme on c'est traduit l'achat d'une en vie. France, on le dit souvent, un achat immobilier, c'est l'achat d'une vie, absolument. Voilà. Et moi, Absolument. j'adore faire partie de ça, de trouver la bonne location pour mes clients, alors vraiment leur créer leur prochaine étape. J'ai un gars, là, je l'ai mis dans un produit là, alors, il y a très peu de temps. Il m'a dit au téléphone, il a déménagé 18 fois dans sa vie. Hein, et il quitte une maison qui était très bien. Il me dit, tu sais, Marc, dans mes 18 déménagements, je suis arrivé chez moi. Je me sens chez moi. De faire partie de ce genre de transaction, c'est énorme. Ça me donne une validité. Déjà, de savoir que j'ai un bon deal pour eux, j'ai bien acheté, j'ai bien vendu, ça me fait plaisir parce que ça, c'est personnel. Hein. Mais d'avoir ce genre pour moi, c'est un compliment. Voilà. Donc, c'est un métier d'émotion, mais c'est des bonnes émotions, c'est des émotions sympas. Magnifique. Je vous avais dit hein, que je l'aime, ce binôme. Vous comprenez pourquoi maintenant, au fur et à mesure de ce webinaire. Question pour Betty, comment les taux d'intérêt actuels affectent-ils les options de prêt disponibles pour les acheteurs en Californie? Sans donner de montant de taux, bien sûr. Euh, C'est juste de, 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 de pouvoir toujours qualifier avec oui, le taux qualifié. d'endettement. C'est ça. Donc, ça veut dire avant que c'était à 3% et que le, le mortgage payment était à 1000 dollars, donc vous étiez à un certain niveau de dette d'endettement. Maintenant, si le taux a doublé, donc le paiement mensuel sera plus haut. Donc, en autant que vous arrivez toujours à qualifier sur le debt to income ratio, ça va. Et une dernière question plus générale, Marc et Betty, vous pouvez l'un et l'autre répondre. Quels sont les principaux défis auxquels les acheteurs étrangers sont confrontés lorsqu'ils veulent acheter un bien immobilier en Californie? C'est quoi les principaux points d'interrogation, les principaux obstacles à surmonter? Franchement, ça veut dire il y a Ne vous battez pas, ne vous battez non, pas, hein, non, ne ça vous veut battez dire c'est pas vraiment associé aux clients internationaux ou pas. C'est juste qu'en autant que les clients peuvent nous soumettre leurs documents et que les ratios fonctionnent, l'appraisal revient au bon prix, il n'y a pas de issue avec le titre de la propriété. Je pense que c'est comme n'importe quel projet de le faire en France ou ici. On a pas mal tous les mêmes règles, d'être très transparent, d'expliquer tous les dépôts qui arrivent dans les comptes. Donc, c'est comme ça, je pense moi, je vois pas tellement de problèmes. Je sais pas comment. elle- elle- pas de problème. Écoute, non, Je comme vais Betty l'a préciser dit, c'est comme tout dans la vie. un peu. Il faut avoir son dossier prêt, quoi. C'est tout. Il faut mettre toutes ses billes. Il faut avoir parlé avec son Hmm. avocat, savoir comment ce transfert va se passer, parler avec Betty, parler avec. Enfin, tout ça, c'est se met en bille. Maintenant, un petit truc quand même, je voulais amener, parce que je ne sais pas encore une fois, je ne peux pas parler du marché français, hein, je ne le connais vraiment pas. Mais ici, c'est très compétitif. Et c'est parfois un des plus grandes déceptions dans les acheteurs, c'est de ne pas avoir le produit où on a notre cœur dedans, parce que parfois, c'est pas évident. Je suis assez fort avec ce que je fais, mais parfois, il nous manque les éléments. Soit l'acheteur ne veut pas monter au prix où je lui suggère, et tout. Ou la manière dont les offres sont écrites, c'est assez complexe. C'est pas juste le prix, mais c'est tout ce qu'il y a dedans. Euh, et là, j'étais avec un client, il ne l'a pas eu. Dieu merci, on lui a trouvé un autre produit, mais il y avait une déception. Il y avait une déception. Voilà, c'est peut-être un des plus gros hicks. C'est pas avoir ce qu'on veut. Magnifique. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Je voulais qu'on rappelle, parce qu'il a une slide comme ça avec euh, le lobster, Marc, où l'on voit son QR code et les différentes coordonnées. Betty, est-ce qu'on peut indiquer également où te joindre de manière claire et simple? Oui, je sais qu'en général, vous envoyez. Moi, j'avais,
Je sais qu'il y a une photo où tu es sur un scooter des mers. J'aurais bien aimé la voir, cette photo. C'est Ah quoi ça, oui, cette photo? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu n'es pas au courant de cette photo. Ah oui, oui, Non, je ne suis pas au maintenant, courant, pour non. attirer Non. le client, Betty se met en maillot de bain sur un scooter alors ça va faire fuir les clients. d'adresse email. Et ça marche. Ça va les faire fuir. Pas du tout. Pas Euh, du euh, tout. J'envoie toujours un follow-up email. Appelle les coordonnées, Betty, ou te joindre ou une adresse email. Oui, vous les... Alors, magnifique. Oui, Super. j'envoie tout. Vous allez toutes et tous recevoir. Mhm, super. Dis-moi, on te perd Merci là, à ton vous business deux. devient Je dans vous le dis à brouillard, très bientôt. Francky. Tu es en train de disparaître sur ton écran là. Non, non, jamais dans le brouillard. Jamais, jamais dans le brouillard. Je suis là avec vous. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier encore une fois de votre présence et de partager votre expertise avec l'audience de French Morning. Si vous suivez ce webinaire en direct ou plus tard en replay, sachez que vous pouvez nous rejoindre, vous abonner à notre newsletter. Merci infiniment et je vous souhaite un très beau, on est à une semaine du mois d'août, un très beau mois d'août. Et il y a À vous quelques deux jours et à tous des ceux qui nous ont suivis Olympiques. aujourd'hui. Ah oui, ah Les oui. Olympiques qui arrivent. Magnifique, on va suivre ça de très près. Et on plaint Absolument. les pauvres Parisiens. Apparemment, c'est très difficile à Paris en ce moment. Bon courage Allez, merci et venez Francky. nous rejoindre à Los Merci, Angeles. Francky. Merci. À bientôt. À Salut bientôt. Au revoir. Betty. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.